Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? On pourrait croire à un mauvais dialogue d'un mauvais film américain, mais non, c'est du 100% français. Oui, Macron s'en va en guerre et l'économie des Français part en fumée. Les Républicains font adopter actuellement une proposition de loi visant à affecter les ressources du livret A au financement des entreprises de défense. En clair, l'épargne des plus modestes va financer la guerre de Monsieur Macron. Bonsoir et bienvenue dans la France libre. Eh ben oui, nous faisons ce qu'il faut. Nous essayons de résister, de lutter. Bonsoir à vous, la France libre, une émission du CNTF-CH avec Philippe, avec Yota, avec Jean-Pierre et avec Christiane et avec vous, messieurs, dames, qui nous regardez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, monsieur Macron fait toujours parler de lui dans le cadre de la guerre et de la paix, quoi. C'était le titre d'un roman de Tolstoï, mais ça va devenir pratiquement celui de monsieur Macron et peut-être la fin de son septennat, de son quinquennat, pardon. On verra bien, mais toujours est-il qu'il y a des généraux qui se rebiffent. Alors des généraux qui sont plus d'actifs, hein, comme le général Coustou, qui a été évoqué plusieurs fois et qui dit qu'effectivement l'ennemi doit être désigné. Et là, il est à l'intérieur. Bon, on peut pas être beaucoup plus clair quand on est un ancien général et qu'on dit des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des messages forts qui sont envoyés. Et puis on a vu d'autres généraux qui se sont opposés à l'envoi notamment de matériel et des fabrications de matériel militaire français sur le territoire de l'Ukraine. Donc ça nous emmène également sur des choses extrêmement graves. On n'a jamais vu, à ma connaissance, que l'exécutif soit ainsi contredit par l'armée française qui traditionnellement est légitimiste, c'est-à-dire qu'elle obéit toujours à l'exécutif. Il y a pas de tradition de coup d'État en France, il n'y a pas de ce type de tradition-là. Donc là, on est dans une modification, non pas des traditions, mais carrément de la situation, de telle sorte qu'on peut s'attendre à ce que les choses changent, initiées probablement par les militaires, peut-être, peut-être pas, par d'autres, gendarmerie, je ne sais pas. Est-ce que ce sera forcément des militaires français? Peut-être pas. On verra bien. Mais là, on est au spectacle, mais en même temps, il faut bien comprendre que nous sommes des acteurs, puisqu'il y a également des gens comme Monsieur Béraud, qui est un paysan qui a fait parler de lui. Je dis bien paysan et pas agriculteur, hein. Pour moi, le paysan, c'est celui qui est vissé dans la tradition de son terrain, de son territoire, au travers de sa propre famille, et qui s'y investit depuis plusieurs générations. Ça, c'est un paysan. Les agriculteurs, on peut retrouver dans la famille des agriculteurs des propriétaires terriens énormes, des grands industriels qui ont plusieurs centaines d'hectares. Et qui ne travaillent pas de la même façon qu'un paysan. Alors, il se trouve que la FNSEA et cet organisme, ce syndicat qui regroupe la majorité mathématique, je dirais, du nombre d'agriculteurs et de paysans réunis en France, mais il se trouve aussi qu'il y a une forte minorité qui ne se reconnaît pas dans la logique de la FNSEA, très orientée favorablement à ce que le gouvernement veut nous faire en termes d'agriculture, et notamment d'importer des céréales d'Ukraine, par exemple, hein, et toute une partie qui ne se reconnaît pas et qui dit ça va mal se passer. Or, ces gens souffrent, ils souffrent en première ligne, si je puis dire, puisqu'ils n'ont pas les couvertures, ils n'ont pas les subventions qu'on peut avoir nous, ils n'ont pas le RSA, ils n'ont pas toute une série de matelas fiscaux ou de matelas liés à des prêts ou à des arrangements, on va dire ça comme ça. Tout ça, ils ne l'ont pas, donc ils sont dans le dur et ils se lèvent en disant que bientôt ce sera notre tour, donc il serait peut-être temps de se bouger comme ils se bougent. Ils se sont bougés à pied, à cheval et en tracteur, hein, évidemment. Hein. Donc on doit être solidaire avec eux et en tout cas les respecter. Et ce qu'annonce donc ce monsieur Béraud, on va le reciter, dans une vidéo très simple qu'il a faite en contre-plongée dans sa voiture, eh bien, c'est de dire que voilà, les choses sont en train de bouger au niveau mondial. Il faut se rapprocher. Alors lui, ce sont ses idées, hein, se rapprocher de Monsieur Poutine pour faire en sorte que les choses en France ne se passent pas comme Monsieur Macron le veut, pour faire en sorte que les choses ne se passent pas comme Monsieur Macron le veut en Ukraine, etc., etc. Donc il va assez loin. Il cite des connivences avec d'autres personnes que je ne vais pas citer ici. Je dirais qu'il avance ses pions. Hein, voilà. Alors nous, on a avancé les nôtres aussi. On participe d'une certaine façon à cette réalisation de ce qui est grave en ce moment, notamment au travers de courriers qu'on envoie. Voilà. Et on verra bien ce que cette pression multiple, faite d'une part par Monsieur Béraud, d'autre part par les généraux, et en troisième lieu par des gens comme nous qui travaillons dans le droit et dans la paix,
eh bien, on verra bien ce que cette triple pression et ces triples informations vont donner comme réaction au sein du gouvernement en place. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Très bien, nous allons regarder l'actualité en images et surtout la réaction du général Coustou de Place d'Armes, interviewé par Berkoff sur Sud Radio par rapport à l'allocution du président de la République. L'actualité en images tout de suite. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? Quelle est notre menace et quel est notre ennemi? Est-ce que la Russie nous menace vraiment? Je ne pense pas. Quel est notre ennemi? L'ennemi, c'est la menace concrétisée. Pour moi, l'ennemi est clairement identifié. C'est malheureusement celui qui devrait être garant de notre sécurité et du respect de nos institutions. L'ennemi, c'est celui qui vient de s'exprimer. Pardonnez-moi, mais... L'ennemi pour vous, c'est Emmanuel Macron, vous voyez? Exactement. Macron, le fossoyeur, le liquidateur, la France vendue à l'hélico, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et quand on voit l'état de la France aujourd'hui, on sait qu'il a détruit. Je rappelle quand même qu'en 2021, la lettre à nos gouvernants qui nous avait valu tant d'opprobre était simplement un signal d'alarme. Nous demandions à nos gouvernants de faire ce pourquoi ils sont grassement payés, c'est-à-dire d'arrêter le délitement de la France sur lequel la majorité des Français étaient d'accord. Le président lui-même n'a jamais donné un signe de vie, n'a jamais répondu à notre injonction, à notre demande, à notre supplication. Autrement dit, il ne sait toujours pas ce que c'est qu'un chef. Le premier devoir d'un chef, c'est protéger ses subordonnés. Ensuite, aujourd'hui, est-ce que vraiment vous pensez que M. Poutine a l'intention d'aller se baigner dans l'Atlantique ou dans la Manche? Il suffit de regarder une carte de géographie et l'état de la France aujourd'hui pour comprendre qu'il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin d'envahir Liechtenstein de la France. Donc, pour moi, la Russie n'est pas une menace. Et alors justement, vous en parlez dans votre lettre, alors on va aller plus loin. Vous dites la Russie n'est pas une menace, et vous dites ceci dans votre lettre et dans votre billet, général André Coustou, la question de la légalité de notre engagement se pose. Je cite très rapidement. Vous citez d'abord l'article 411.3 du Code pénal révisé par l'ordonnance du 19/11/2000. Nous nous interdisons de livrer des armes, des moyens militaires au détriment de la défense nationale. Et puis vous citez l'accord de sécurité signé à Paris le 16 février dernier entre, non pas, vous soulignez, la France et l'Ukraine, mais entre les présidents respectifs, témoigne d'un degré supplémentaire dans l'illégalité. Donc vous dites que la posture ou les mots d'Emmanuel Macron ou cet envoi actuellement est illégal en fait selon vous n'êtes pas juriste, mais enfin en droit à votre avis? Absolument. L'accord qu'il a passé avec M. Zelensky ressemble à un billet doux entre deux copains. Pardonnez-moi d'être si... Non, mais... Il n'a rien fait dans la légalité. Alors, il commence à se rendre compte que ça va pas très bien dans son propre camp. C'est la raison pour laquelle, le 12 mars prochain, je crois, il y aura un débat au Parlement. Or, tout à fait. L'engagement en Ukraine date d'il y a 2 ans. La Russie n'est pas une menace. Quant à l'ennemi, eh bien, évidemment, il a été identifié. Alors, ça nous amène tout droit vers le thème de ce soir, ça, si je comprends bien. Je t'en prie, Philippe, tu peux y aller. Vas-y, je t'en prie. Je crois que c'est moi qui casse le code. Absolument. Alors, ce soir, le thème, c'est qui veut la paix, qui veut la guerre. Alors, on a déjà traité le thème précédemment, qui veut la paix prépare la paix et non pas la guerre. Et là, on en est à qui veut la guerre et qui veut la paix. Donc évidemment, pour ça, je voudrais faire appel à notre historienne préférée dans nos rangs, qui est Iota ici présente, qui va pouvoir nous expliquer comment et pourquoi il y a eu des guerres dans l'Antiquité autour des démocrates, justement, hein, et pourquoi les Perses ont-ils toujours cherché à faire la guerre, et est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes oligarques qui étaient à la manœuvre à cette époque-là et qui sont encore à la manœuvre aujourd'hui, eux ou leurs descendants ou leurs ressemblants. Et inversement, est-ce que les peuples de cette époque ne sont pas les mêmes que les peuples d'aujourd'hui qui aspirent essentiellement à la paix? Alors je vais passer la main et la parole à Iota, si elle nous entend. Alors bonsoir les amis, merci de m'accueillir encore une fois.
Et effectivement, Philippe, l'oligarchie, comme je vous ai déjà dit dans des émissions précédentes, ne change pas son modèle, hein. Une fois qu'elle a accompli un modèle et qu'il a été positif pour elle, elle va toujours le remettre en action. Et cela fait à peu près 2500 ans que l'oligarchie nous mène dans des basses vibrations, parce que la guerre sur la Terre, c'est des basses vibrations. Donc, l'oligarchie, évidemment, elle a plusieurs projets quand elle veut la guerre. Et ce que moi j'ai fait par rapport à la démocratie athénienne, c'est que je me suis, étant donné que j'ai pris reconnaissance d'un peuple, quel qu'il soit dans l'absolu, d'un peuple qui demande sa liberté, eh bien, si je fais un constat historique, on n'a jamais aucun peuple qui a initié une guerre. Un peuple a initié des situations de guerre, mais dans le but d'être, dans le but de défense. Et parce qu'elle est entraînée par l'oligarchie. L'oligarchie, c'est ce système qui sans guerre ne pourrait pas exister, en fait, ni sans esclaves. Simplement qu'aujourd'hui, c'est très difficile de mettre un nom derrière cette oligarchie, quoique, personnellement, je l'ai fait, mais bon, je ne veux pas passer mon temps à dévoiler tout ça. Je préfère faire un état des lieux de qui veut la guerre et qui ne veut pas la guerre, et de constater, en définitive, en 2500 ans d'histoire, les guerres ont toujours été initiées par l'oligarchie. Mais bon, elle a des objectifs bien précis, l'oligarchie, quand elle veut la guerre. Macron, aujourd'hui, il veut absolument cette Ukraine, il ne va pas la lâcher. Pourquoi? Parce que ses amis Schwab et américains ont décidé que, il fallait absolument mettre cette Ukraine dans l'OTAN. Donc vous voyez bien que ça, c'est un objectif à Macron, mais il en a plein d'autres derrière. Qu'est-ce que font les guerres? Si on fait un constat, que font les guerres? Elles cachent beaucoup de malversation du peuple. C'est-à-dire qu'avec une guerre, ils peuvent effacer beaucoup, renommer des territoires, redistribuer des richesses. Et donc, on est vraiment dans des très, très basses vibrations qui ne sont pas prêtes d'être terminées, puisque on a Macron aujourd'hui et la menace de guerre, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête il y a des moments, elle peut se déplacer, aller ailleurs, mais aujourd'hui, nous, on l'a chacune au-dessus de la tête et quelque part, instinctivement, on dit tous que on va avoir une guerre. Donc, dans la démocratie athénienne, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le peuple ne voulait pas la guerre. Et de toute l'histoire que j'ai recherchée, les peuples n'ont jamais voulu la guerre, même au nom du patriotisme, hein, entendons-nous bien, parce que le patriotisme qui est pour sauver notre terre peut aussi être manipulé par l'oligarchie. Donc, on n'en sort jamais de ce système. C'est nous qui devons décider. Évidemment, aujourd'hui, on pourrait faire un référendum planétaire et demander à tous ces êtres humains, moi je connais déjà leur réponse, hein, aucune personne, aucun être humain n'a envie de faire la guerre aux voisins ou à l'Ukraine ou plus loin. Donc, on a quand même certains résultats, c'est que guerre est égale oligarchie, est égale objectif de l'oligarchie, et c'est ce qu'ils ont fait toujours, et c'est ce qu'ils continuent à faire. Et à côté de ça, il faudrait que nous, on réalise et qu'on qu'on reprenne de l'énergie. Parce que si on continue à les laisser faire, eh bien, on va arriver à des systèmes de destruction entre nous et on va finir par s'entretuer entre nous, alors que tout ce qu'on doit faire, c'est diagnostiquer c'est quoi une oligarchie et diagnostiquer c'est quoi les projets d'une oligarchie.
et voir comment on peut faire pour arrêter cette oligarchie. Parce que finalement, eh bien, nos grands-pères, ils sont allés se battre. Eh bien, finalement, on doit continuer à se battre pour rehausser nos vibrations et arrêter les oligarques de nous mener euh, à la mort directement et par tous les moyens. Alors, en plus, je voulais dire qu'à notre époque, évidemment, nous sommes très modernes, chose qu'ils n'avaient pas à l'époque de la démocratie. Donc, le peuple, dans la démocratie, quand il a participé à des guerres, c'était donc dans l'esprit de défense, puisqu'ils avaient la menace perse. Ça faisait 100 ans que les Perses venaient en Europe et qu'ils voulaient conquérir l'Europe. Et donc, ils avaient plus un objectif de défense. Donc, même ce gros paquet des Perses et des oligarques à l'époque est encore plus léger que ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons les guerres cybernétiques en plus. Celles qui nous passent à côté, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui sont bien réelles et qui existent bien. Donc voilà, faire un état des lieux par rapport à ça. Et en gros, moi, je dirais initier un référendum en France en disant, voulons-nous la guerre en Ukraine ou pas? Voulons-nous aider l'Ukraine? Moi, je pense que les 9 Français sur 10 répondraient, on ferait mieux d'aider nos voisins ici plutôt que d'aller faire aider les gens de l'autre côté de la planète. Et donc, c'est vrai que nous, dans chaque pays, on a un appauvrissement très, très fort et qu'on ferait mieux de s'occuper chacun de notre pays plutôt que d'aller chez des voisins initier des guerres ou avantager ou soutenir. Voilà, Philippe, en gros. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ça me paraît important, l'idée d'aller aider les pays en difficulté ou pas les aider. Si on va pas les aider, l'oligarchie va nous montrer du doigt, nous, et nous dire mais vous vous rendez compte, vous êtes très égoïste. Vous voulez pas aller aider les Ukrainiens, vous voulez pas aller aider les Africains du Sud, vous voulez pas aller aider les Papouasies, la Papouasie orientale, etc., etc. En fait, ce qui nous désigne, c'est ce qui est leur intérêt, c'est-à-dire faire une guerre là-bas. Pour ça, ils ont besoin d'avoir des êtres humains qu'on appelle des soldats, qui vont être recrutés pour ça. Et s'ils veulent en trouver, il faut justifier. Et justifier, c'est la méthode classique qui consiste à faire jouer l'argument moral. Il faut aller aider. On disait en 39 mourir pour Danzig. Alors, ça ne dit plus grand-chose à plus grand monde, mais ça voulait dire qu'il y avait le passage de Danzig qui était revendiqué par Hitler sur la Pologne, et on disait qu'à la limite, on n'a qu'à lui donner le passage de Danzig et il nous fichera la paix. Et puis voilà, voilà. C'est d'obtenir notre consentement, Philippe, surtout. Obtenir notre consentement pour faire ces actions. Ah bah justement, donc, ce consentement existait, oui, bien sûr. Lorsque Munich, c'est quoi? C'est des diplomates qui s'entendent entre eux pour dire on va laisser, je veux dire, la Tchécoslovaquie envahie par Monsieur Hitler. On va lui donner ça et après on va avoir la paix. Et quand ils ont eu signé ça, ils sont rentrés l'anglais et le français par avion dans leurs capitales respectives. Et quand l'avion est atterri, ils ont vu une foule énorme en bas. Et ils ont tous les deux, l'anglais comme le français, cru que la foule venait les lyncher. Tous les deux. Ils ont cru que la foule venait les lyncher parce qu'ils venaient de vendre la Tchécoslovaquie à Monsieur Hitler. Et en fait, quand ils sont descendus de l'avion, ils ont eu le soulagement de leur vie parce que la foule venait les louer, venait les acclamer, parce qu'ils avaient donné les moyens d'avoir la paix avec Monsieur Hitler. Donc, qui a tort, qui a raison, qui est lâche, qui n'est pas lâche? Compliqué. La foule, elle a aussi besoin de sa tranquillité. Nous, Français, on a besoin de notre tranquillité. N'importe quel pays n'a pas forcément envie d'aller se faire tuer pour un autre, ou pour d'autres causes que la sienne. Mais où commence à l'acheter, où finit le courage, quoi. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. La seule réponse à tout ça, c'est de dire que ces situations ne sont mises en existence que du fait de l'oligarchie. Que du fait de l'oligarchie. Donc voilà, alors effectivement, on n'est pas plus courageux que les autres, on n'est pas plus malin que les autres, on a envie d'avoir la paix chez soi et on n'a pas envie d'aller porter la guerre sur un autre territoire que le nôtre, surtout si c'est un peu distant, si c'est des préoccupations qui ne nous regardent pas et puis si c'est des revendications territoriales dans lesquelles on n'a absolument rien à voir.
Voilà, et ça, c'est ce que nous dit Monsieur Poutine. Alors que dit Monsieur Coustou? Monsieur Coustou, il dit que Monsieur Poutine, il n'a pas du tout envie d'aller se baigner dans la Manche. Ben oui, effectivement, à mon avis, il n'a pas envie d'aller se baigner dans la Manche. Et ils ont la mer Noire, alors j'allais pas dire la mer du Nord, parce que chez eux, elle est vraiment au nord, elle est vraiment fraîche, mais ils se baignent pas là-bas, au milieu des ours blancs, mais peu importe. Ils ont beaucoup d'ouverture géographique. Ils ne revendiquent aucun territoire. Ils sont le plus grand pays du monde géographiquement, et qui plus est, et logiquement parce qu'ils sont le plus grand pays du monde géologiquement et géographiquement. Ils ont aussi les mines, les minerais. Ils ont aussi l'or. Ils ont aussi le charbon. Ils ont tout ce qu'un pays peut rêver pour ses énergies. Ils ont évidemment le pétrole et le gaz. Voilà. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est toujours l'oligarchie qui actionne les leviers pour nous faire croire que nous sommes lâches si nous n'y allons pas, pour nous faire croire qu'il est important d'y aller parce qu'autrement, si on fait pas ça maintenant, ça va nous revenir en boomerang et ils vont nous attaquer plus tard. Donc, on fait semblant d'être dans des logiques de défense, comme tu évoquais tout à l'heure, Iota, au sujet des armées grecques antiques. Mais là, l'argument tombe à plat, parce qu'on est bien évident que la Russie n'est pas expansionniste. Elle l'a été suffisamment au cours du temps. Elle est le plus grand pays du monde géographiquement, encore une fois. Et elle n'a pas de visée expansionniste, c'est évident. Enfin, tout le monde le sait. Le général Koustou ne fait que reprendre les éléments connus. Donc voilà. Donc, qui veut la guerre? En l'occurrence, ce sont nos fameux oligarques qui nous font passer par un tas de situations psychologiques difficiles, compliquées. On ne sait plus très bien où est le bien, où est le mal, où est le vrai, où est le faux. Les populations se rendent à la bienveillance de leur gouvernance, dont ils pensent qu'elles sont là, ces gouvernants sont là pour gérer leurs biens. Il va falloir peut-être changer de logiciel. Je parle de tous les Français, vont devoir changer de logiciel et envisager des solutions alternatives dans lesquelles la préoccupation du bien commun des Français n'est pas forcément en tête de liste de la préoccupation de Monsieur Macron. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors, Monsieur Coustou a très bien résumé. L'ennemi, c'est la menace concrétisée. Et quand un problème est nommé, on a la moitié de la solution. Donc, le problème étant nommé, qui nous menace? Qu'est-ce qui nous menace? En premier, je dirais, pour ma part, la perversion de notre vocabulaire. Chaque mot a été perverti pour nous faire croire à n'importe quoi. Aider les gens, ça n'est pas forcément leur apporter des armes. Et aider les gens, c'est vraiment les aider. Alors moi, je suis pour qu'on aide tous les peuples et qu'on commence par s'aider soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais une vraie aide. Il s'agit pas. Là, il y a encore un mensonge. On nous fait croire qu'on va aider les pauvres Ukrainiens, et en fait, nous allons. Ce qui est prévu, c'est de les aider à s'exterminer. Est-ce que c'est une aide? Le courage, encore un mot perverti. Le courage, c'est faire avec le cœur. Et parfois, c'est s'abstenir de faire quelque chose. S'abstenir est un acte. J'ai relevé un mot qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est le paysan. Le paysan, c'est celui qui prend soin du pays, du territoire, qui évite le ravinement parce qu'il va faire des cultures appropriées et des sillons qui vont absorber l'eau. C'est vrai que maintenant, avec les tracteurs, avec les chevaux, on faisait des sillons qui retenaient l'eau. Maintenant, avec les tracteurs, on est obligé de les faire dans le sens de la descente, ce qui ravine le territoire. Donc, effectivement, il y a une différence entre le paysan et l'exploitant de la terre. Merci d'avoir entendu. Et alors, je vous souhaite à chacun et à chacune un bon courage, faire avec le cœur, ou ne rien faire, mais ne pas le faire, parce que le cœur a dit de ne pas le faire. Merci. Jean-Pierre. Alors, moi, je voudrais encore rappeler que nous sommes face à une forfaiture, car tous les élus, depuis 2008, usurpent le pouvoir et ils utilisent ils occupent les palais de la nation sans droit ni titre. Et donc, je lance un appel aux forces de l'ordre, aux militaires, qui ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai une idée. Ils peuvent simplement utiliser l'article 73 du Code de procédure pénale qui les autorise à arrêter immédiatement en flagrance toutes ces personnes qui usurpent le pouvoir, dont
la tête de ce pseudo-pays, non, État. Ouais. Et donc, toutes ces forces ont le droit, ont le devoir d'arrêter les usurpateurs au pouvoir. Ils n'ont pas d'excuses, il n'y a pas de devoir de réserve, voilà, et qui s'en réfèrent à la loi, ils savent tous qu'il y a eu une forfaiture en 2008 depuis la, le référendum qui n'a pas été respecté, la souveraineté du peuple qui n'a pas été respectée. Et là, on continue à ne pas respecter la souveraineté du peuple en les envoyant en guerre sans leur avoir demandé. Donc, stop. C'est même pire que ça, c'est pire que d'envoyer en guerre sans avoir demandé, c'est-à-dire qu'on envoie en guerre, oui, sans avoir demandé, et en plus on ponctionne l'économie des Français puisque c'est le livret A qui est visé et le LDDS, donc c'est un livret de secours, quelque chose populaire, donc évidemment pour les personnes qui ne touchent pas d'impôts, donc on va démunir les plus pauvres encore une fois. Alors, je vais vous décevoir, les amis, mais il n'y a pas que Macron, hein. Chez nous, en Grèce, c'est la même chose. Et vous connaissez tous l'état de la Grèce et l'état de nos finances et bien sûr de notre agriculture aussi, évidemment. Et en définitive, on a exactement le même modèle en Grèce. On a ce monsieur qui veut absolument envoyer, qui a déjà envoyé tous les vieux avions, parce que nous, on n'a que ça. On a des F-16 de seconde main français que monsieur Macron nous a envoyés. Ça me fait penser à Zantafio dans Spirou, pour mettre un peu d'humour dans l'histoire. On vend le vieux matériel à d'autres continents. Maintenant, évidemment, l'Afrique s'est réveillée. Elle ne veut plus ni des vieux bus, ni des vieux avions. On va les envoyer en Grèce. Heureusement, moi, je dirais, c'était presque, c'est triste à dire, mais c'était presque un avantage pour nous. Mais notre premier ministre en Grèce, il a envoyé tous les vieux avions, il a envoyé des canons, il a envoyé en tout cas les trois quarts du matériel, ils n'ont pas pu l'utiliser. Et effectivement, Jean-Pierre, ils appellent ça une aide. Donc, il faut être solidaire dans la guerre, c'est ça qu'ils nous demandent. Nous ne devons pas être solidaires pour créer la paix sur la planète, parce que ça ne les arrangerait pas du tout. Mais nous devons être solidaires pour faire la guerre, c'est-à-dire leur envoyer des armes. Effectivement, quand on réfléchit à ça, c'est qui utilise les armes? C'est leurs armées. On va savoir s'ils n'ont pas recréé une nouvelle armée ukrainienne uniquement pour continuer à montrer leur modèle d'armes. Et en tout cas, c'est clair qu'ils s'entraident entre eux. Mais en attendant, n'oublions pas que nous, ça nous fait baisser beaucoup nos vibrations, tout ça. Et ça, ça fait aussi partie de leur programme, de nous maintenir en guerre, donc diviser pour mieux régner. Nous, on est tous en train de penser, soit c'est guerre civile, soit c'est guerre mondiale, soit c'est guerre... Enfin, on a toutes les possibilités. Et donc, voilà, je suis bien triste qu'on n'ait pas réussi jusqu'à aujourd'hui à ne fût-ce que arrêter ces guerres. Il faut dire qu'à un moment donné, que je ne prends pas décision chez les oligarques, puisque moi je fonce démocratie et j'attends toujours le pouvoir du peuple, et donc je ne prends pas part à tout ça. Mais on a quand même ce que Trump a fait aux États-Unis, où durant tout son mandat, il n'a pas fait de guerre, devait nous donner quand même un exemple qui n'a pas été suivi, puisque dès que Biden est arrivé, paf, on a commencé la guerre en Ukraine. Donc voilà, leur objectif, c'est que nous soyons tous en guerre tout le temps. Et la recherche que j'ai faite sur Internet, c'est que depuis l'existence des États-Unis, depuis leur existence jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont eu que 20 jours de paix, les amis. Quel triomphe! 20 jours de paix. Ça nous dit tout, hein, ça. Quel triomphe! Merci Yota pour ton humour dans la situation.
Ça devient, c'est tellement, je stresse évidemment parce que chaque fois, moi, je sais très bien que les aides, ce n'est pas pour les Ukrainiens, c'est pour les gouvernements, et puis c'est tout. Il faut qu'on arrête de s'imaginer qu'un gouverneur, et puis aussi, il faut qu'on arrête, ils peuvent nous traiter de ce qu'ils veulent, hein. Dès qu'on devient patriote, on est des fascistes. Dès qu'on est un peu trop paysan, on est contre le système. Donc voilà, il faut se réveiller avec ce qui se passe. On court à la catastrophe en réalité avec eux. Alors, il y a une mauvaise, voilà, il y a une mauvaise pièce de théâtre, effectivement, qui se joue en Ukraine, qui réclame des armes très officiellement, mais en fait, officieusement, la guerre, elle est déjà techniquement gagnée par Monsieur Poutine. Enfin, en tout cas, les observateurs le disent. Donc en fait, si on envoie des armes obsolètes, l'Ukraine va devenir une sorte de déchetterie d'armes, quoi. C'est une déchetterie en fait, hein, voilà. Donc ils vont pas pouvoir les utiliser, c'est sûr. Donc on est dans une pièce de théâtre où par avance on se dit mais ce que propose Monsieur Macron, c'est juste irréalisable. On n'a pas la possibilité d'aider qui que ce soit en matière militaire contre la puissance russe. On n'a pas les moyens. Les chiffres ont été présentés. Il est évident que techniquement c'est juste même pas jouable, quoi. Les États-Unis d'Amérique ont décidé qu'ils ne mettraient pas un GI sur le territoire ukrainien, donc fin de la partie. Donc maintenant, il faut anticiper sur autre chose. Alors peut-être se dire aussi, qu'est-ce qu'on va faire de notre paix si demain on s'aperçoit que finalement tout va très bien, Madame la Marquise, Monsieur Poutine a récupéré les territoires qu'il souhaitait, et puis la guerre est finie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle paix? Comment on l'organise? Est-ce qu'on pour autant on va vouloir garder nos dirigeants actuels? Ce sont des vraies questions. Est-ce qu'il suffira à Monsieur Macron de dire finalement je me suis trompé, on fera pas la guerre, on fera pas la guerre avec Monsieur Poutine? Est-ce qu'il suffirait qu'il dise ça pour qu'il reprenne ses droits, pour que tout rentre dans l'ordre, pour que tout redevienne comme avant, pour que le bonheur nous sourie? Je pense que non. Je pense que non. Il y a des choses qui sont enclenchées sur cette planète, que ce soit au travers de Monsieur Macron ou au travers de Monsieur Schwab qui a été cité également, ou même Monsieur Biden, et bien évidemment avec tous les BRICS, avec Monsieur Poutine en tête, qui font que la donne est en train de changer sur le plan économique essentiellement. Également, puisqu'il y a création du fameux QFS qui est en train de se faire, le Quantic Financial System est en train de se mettre en place. On a déjà eu l'occasion de le dire ici, mais c'est bien de le souligner à nouveau. Il y a d'autres solutions monétaires qui sont en train de se présenter également. Donc, il faut vraiment se dire qu'on est dans un monde en changement et que la paix sera nécessaire. Et qu'est-ce que nous allons faire de cette paix? Comment allons-nous en profiter pour changer en profondeur un monde qui a besoin d'être changé en profondeur? Voilà. Maintenant que nous avons identifié qui veut la guerre, eh bien, reste à savoir qui veut la paix. Le CNTF veut la paix, même plus que ça, la paix et la liberté, s'il vous plaît. Merci Jean-Pierre, merci Philippe, merci Christiane, merci à Martha, chacun. merci à vous également. Un excellent week-end. Nous serons de retour lundi. Non, on prend pas de vacances. Le mal ne prend pas de vacances, alors on prend pas de vacances non plus. De retour lundi aux alentours de 19h30 pour la France Libre. Bonne soirée, excellent week-end.